Bienvenue dans le 41e tutoriel de notre formation 100 jours DevOps. Dans ce tutoriel, nous allons voir AWS Cloud Formation. Déjà, dans les tutoriels précédents, nous avons vu pas mal de services AWS. Donc, dans ce tutoriel, c'est toujours un autre service de AWS que nous allons voir. Il s'agit de AWS Cloud Formation. C'est quoi déjà AWS Cloud Formation et qu'est-ce que nous allons réellement faire dans ce tutoriel? Je vais commencer par vous donner la théorie de ce service et dans la deuxième partie, toujours dans ce tutoriel, on va donc faire la pratique de cela. Donc, comprendre comment utiliser AWS Cloud Formation pour créer et gérer l'infrastructure AWS en tant que code. D'accord? Dans les IAC. Pour ceux qui ont suivi le tutoriel sur Terraform ou sur OpenTofu, vous savez déjà ce qu'on appelle les IAC, les Infrastructure as Code. Ensuite, on va comparer CloudFormation avec AWS Command Line Interface. Ok, vous connaissez quand même déjà celui-ci, AWS Command Line Interface et Terraform. On va découvrir les composants d'un template CloudFormation et apprendre à rédiger ce template, à utiliser un template YAML pour donc approvisionner une infrastructure. Introduction. Déjà, c'est quoi AWS Cloud Formation? AWS Cloud Formation est un service déjà de AWS qui permet de modéliser et de provisionner des ressources AWS à l'aide des fichiers de configuration appelés templates. Dans un template, quand on parle de Cloud Formation et on parle de template, alors le template aura donc une structure YAML, ok, donc code YAML ou JSON. Maintenant, on va utiliser ce template donc pour approvisionner, ok, une infrastructure, approvisionner les ressources dans une infrastructure. C'est la même chose que avec Terraform. Avec Terraform, il fallait créer un fichier Terraform dans main.tf par exemple, et dans ce fichier, il fallait écrire des codes pour pouvoir créer les ressources, que ce soit sur AWS, que ce soit sur Azure, que ce soit sur Google Cloud Platform. D'accord? Mais ici, là, on a un service qui est dédié à AWS pour permettre donc de faire l'infrastructure as code. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que ce service ne fonctionne que sur AWS, pour être plus précis. Ça ne fonctionne que sur AWS. Par contre, Terraform, c'est un service qui, quand vous avez écrit, peut être utilisé. Quand vous avez écrit le code, vous pouvez utiliser ce code sur Azure, sur Google Cloud Platform ou bien sur AWS. Mais AWS Cloud Formation est, quand vous écrivez le template dans votre code YAML ou JSON, ce code ne peut fonctionner uniquement que sur AWS. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un service AWS. Donc, c'est une solution déclarative. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Une solution déclarative. En fait, l'état final, ok, ce qu'on écrit dans le template, d'accord, le code qu'on écrit est exactement ce qu'on va voir dans l'infrastructure. Donc, on décrit l'état final voulu de l'infrastructure. D'accord, donc il n'y a pas de question de dire qu'on va compiler quelque chose après, non. Ce que tu écris là, c'est exactement ce que tu vas voir dans l'infrastructure. Maintenant, une des questions que vous pourriez déjà vous poser ici, c'est que Donald, ok, tu nous as appris Terraform, tu nous as appris OpenTofu. Pourquoi nous apprendre AWS Cloud Formation? Déjà, si vous maîtrisez déjà Terraform, c'est bien. Ok, c'est déjà très beau. Maintenant, si vous avez besoin d'un service AWS qui est très compatible avec tous les autres services AWS pour pouvoir approvisionner une infrastructure, alors AWS Cloud Formation est l'outil par excellence. Maintenant, est-ce que Terraform ne fait pas la même chose? Ça le fait. Mais juste pour vous dire que AWS a son propre service qui est interconnecté ou bien qui s'interconnecte avec les autres services facilement. Les avantages principaux, l'avantage principal, on va dire, c'est de créer, mettre à jour et supprimer automatiquement des stacks de ressources AWS. C'est-à-dire, ça peut être des EC2, des S3, des RDS, des VPS, etc.
À l'aide de fichiers versionnables. OK? Donc, ça veut dire un fichier qu'on peut traquer sa version, n'est-ce pas? Un peu comme avec Terraform. OK. Maintenant, c'est quoi la différence entre AWS Command Line Interface et AWS CloudFormation? C'est une question qu'on peut vous poser à l'interview. D'accord? Parce qu'on a vu qu'avec AWS Command Line Interface, je pouvais approvisionner une infrastructure, n'est-ce pas? Je peux écrire une commande pour créer un EC2, je peux créer un Lambda Function, je peux créer un S3 Bucket, etc. Mais c'est quoi la différence entre les deux? Déjà, vous avez un tableau ici que j'ai mis pour vous aider. Il y a la fonctionnalité et on a les deux outils qu'on veut comparer. Déjà, le type. Outils en ligne de commande. Donc, le AWS Command Line Interface, c'est pour les lignes de commande. C'est un outil en ligne de commande. Donc, on tape dans le terminal, n'est-ce pas? Après avoir configuré AWS dans le terminal, on peut juste taper les lignes de commande. Exemple, lister les S3 buckets, lister les EC2, créer un EC2, etc. Par contre, service de gestion d'infrastructure. Donc, AWS CloudFormation est un service de gestion d'infrastructure. L'approche impérative, étape à étape, ça veut dire si je veux gérer une infrastructure, par exemple avec AWS Command Line Interface, je vais créer d'abord un EC2, ensuite je vais créer le S3, ainsi de suite, n'est-ce pas? Mais ici, là, elle est déclarative, résultat final décrit. Donc, tu prends un fichier et tu décris ce que tu veux à l'intérieur, tout simplement. Par contre, ici, là, lancer une ligne de commande ne veut dire pas que c'est déjà ton infrastructure. Non, peut-être que c'est juste une ligne de commande pour créer le EC2. Après, peut-être tu vas vouloir créer le S3 Bucket, d'accord? Par contre, avec ton fichier ici, là, tu as un résultat final décrit que tu vas juste exécuter une seule fois. Maintenant, utilisation typique. On utilise le AWS Command Line Interface quand on veut faire des actions rapides. Lister par exemple les S3, lister les EC2 dans une région précise. D'accord? Maintenant, on utilise le AWS CloudFormation quand on veut faire un déploiement d'architecture complète. Maintenant, langage. Ici, avec le CLI, on utilise les commandes shell. Par contre, avec AWS CloudFormation, on est du YAML ou du JSON. Versionnable, non directement. Donc, est-ce que avec le AWS Command Line Interface, est-ce que tu peux gérer le versionning? Non, c'est pas facile. Ok, il est possible de le faire, mais c'est pas facile parce que tu dois monter sur l'historique de tes commandes, etc. Par contre, avec AWS CloudFormation, oui, c'est facile et c'est friendly. Donc, c'est facile à le faire. Maintenant, détection des dérives. Avec AWS Command Line Interface, non, c'est pas possible. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire détection des dérives? Je m'explique. J'explique en fait. Ici, là, est-ce que tu as un code que quand tu exécutes, parce que je peux bien écrire un fichier shell par exemple ici, n'est-ce pas? Où j'aligne plusieurs commandes et j'exécute dans le terminal. On se comprend, n'est-ce pas? Mais est-ce que si quelqu'un part sur AWS maintenant, il modifie un service que j'ai créé avec une ligne de commande, est-ce que j'ai une possibilité de savoir que quelqu'un a modifié ce service manuellement? C'est ce qu'on appelle détection de dérive. Est-ce que j'ai une possibilité de savoir cela? C'est non. D'accord, ça c'est une question qu'on peut vous poser à l'interview. Est-ce que la détection de dérive est possible avec AWS Command Line Interface? Explique. Si oui, explique. Si non, explique. Donc c'est déjà non et je vous ai expliqué pourquoi. Maintenant, par contre, avec AWS CloudFormation, oui, il y a le concept de drift detection. Drift detection, on va voir ça en pratique tout à l'heure, d'accord? C'est possible. Donc, quand je crée, j'approvisionne, d'accord, mon infrastructure, et si quelqu'un peut modifier quelque chose manuellement, directement, je vais savoir. OK? Voilà, super. Maintenant, gestion de dépendance. Ici, c'est manuel. Avec AWS Cloud, avec AWS Command Line Interface, c'est manuel. Par contre, avec CloudFormation, c'est automatique via CloudFormation. Maintenant, cas d'usage. Quand utiliser le CLI ou le CloudFormation, donc abrégé CFT. Maintenant, le CLI, c'est pour les actions ponctuelles ou rapides, comme on vient de dire tout à l'heure. Par contre, CloudFormation, c'est pour déployer plusieurs ressources interconnectées. Par exemple, un VPC complet avec des subnets, des route tables, des gateways,
etc. Une Star Web par exemple, un EC2, une RDS, un load balancer, un Route 53, etc. D'accord? Donc, on utilise le CloudFormation quand on veut déployer une infrastructure complète. Composant d'un template. Donc, voici un exemple de template, ok, de CloudFormation en YAML. Vous allez voir, on commence par donner la version, ok, AWS Template Formation Version qu'on donne, qui est obligatoire. Maintenant, la description qui n'est pas obligatoire, les métadonnées qui ne sont pas obligatoires, les paramètres, on va entrer en profondeur, mais s'ils ne sont pas obligatoires, la condition pas obligatoire, le mapping pas obligatoire, les règles ne sont pas obligatoires, les paramètres ne sont pas obligatoires. Maintenant, la ressource, elle est obligatoire parce que quand tu crées un template, c'est pour créer les ressources, n'est-ce pas? Maintenant, j'explique. Allons pas à pas maintenant. AWS ici, là, Template Format Version. Ok, voilà la version par exemple. La description, elle est importante si vous travaillez, si vous êtes plusieurs DevOps qui travaillent sur un projet, alors c'est bien de donner une description pour que les autres puissent savoir exactement ce qui se passe dans ce fichier, dans ce template. D'accord? Et on peut moduler aussi le template. Maintenant, les métadonnées sont facultatives. C'est par exemple pour dire l'auteur, les qui travaillent dessus, pour quel projet, etc. Ce sont les métadonnées. Maintenant, les paramètres sont les valeurs dynamiques entrées par l'utilisateur. Donc, les paramètres sont les valeurs dynamiques entrées par l'utilisateur. Donc, par exemple, Instant Type Parameter. Donc, ici, tu peux dire que le type des instances type, c'est les strings. Ok, default, c'est les micros. Allow value, donc on peut choisir, c'est le T2, le T3. Ok. Mais dans la description, tu peux mettre les conditions logiques facultatives. Tu peux dire par exemple, on ne doit jamais créer un T large ici là. D'accord? Alors tu peux mettre ça comme une condition. Les mappings, c'est pour le mapping de valeur. On a les rôles, règles pour valider tout simplement. Maintenant, on a quoi encore? On a ressources tout simplement. Maintenant, quand tu es dans ressources, c'est ici que tu écris ta ressource. Ici, là, ça c'est ta ressource. Mais elle ne détermine pas. Tu vois, ici par exemple, j'ai mis my EC2 instant. Cela ne voudrait pas dire que je suis déjà en train de créer une instance. Je peux dire ici par exemple Donald Programmer instance. Ça ne veut rien dire. Mais ce qui veut dire plus, c'est le type. D'accord? C'est le type. Le type ci là, c'est ici que tu spécifies exactement quel type d'instance tu veux créer. Maintenant, les propriétés de cette instance, instance type, d'accord? Le instance type que tu veux créer, alors tu peux faire une référence à instance type parameter, comme tu vois, je fais ici, qui est ceci que nous avons ici, juste ici en haut. D'accord? Voilà. Donc, c'est par exemple ça que tu peux faire. Donc, tu peux faire une référence directement en haut. Là, l'image ID, tu peux donner l'image ID. Le output, qu'est-ce que tu veux à ton output? Si vous regardez bien, vous allez voir que c'est presque un peu la même structure que sur Terraform. D'accord? Parce que là, il faut la description, il faut les paramètres. Les paramètres sont un peu comme les inputs. D'accord? Il y a les conditions. Maintenant, tu as les ressources qu'il faut créer et tu as le output. Tout simplement. Mais est-ce qu'on retient ça? Non, on ne retient pas ça. Parce que je vais vous montrer tout à l'heure. On va aller là. Je vous montre ça rapidement. Si je viens ici, pardon, je dis AWS Cloud Formation Documentation. D'accord? Je vais aller dans la doc. Ok, donc là, on est dans la documentation AWS Cloud Formation, une documentation que je vous conseille vraiment à regarder. Maintenant, vous allez voir AWS Cloud Formation in AWS Command Line Reference. Ici, on a Command Interface, User Guide. Je vais partir où est Rock User Cloud Formation, how you can provide code. Ok, je vais aller sur le Rock User Guide. Non, attendez voir. Non, pas ici. Ok, User Guide plutôt. Voilà, pas le Rock. User Guide. Ok, à partir d'ici, vous pouvez commencer à apprendre des choses sur CloudFormation. D'accord? Ici, vous pouvez aller sur Get Started.
Donc là, c'est la console, c'est command line interface SDK. Create your first stack, ça c'est pour créer. Donc non, c'est pas ce que vous montrez ici. Oh, c'est ouf. Je vais dire par exemple ici true cloud formation. D'accord? Voilà, cloud formation. Voilà, je vais cliquer ici. Non, c'est pas vraiment ça. Attendez, je vais regarder ça. Non. How cloud formation work for introduction. Ok. Voilà, c'est ça que je cherchais en fait. Ok, je vais mettre le lien en description. Vous avez vu, j'ai un peu eu du mal à me repérer dessus. Donc, comment Cloud Formation fonctionne? Vous pouvez changer la langue ici. Oui, ils ont aussi le français. D'accord. Donc, comment Cloud Formation fonctionne? Donc, je vous conseille vraiment de lire ici. Donc, rubrique concept clé, comment fonctionne Cloud Formation. Ici, vous avez la rubrique jeu, pile, etc. Maintenant, voici la composition du fichier. Vous allez voir ici, il faut un AWS template format, donc la version, une description et la ressource que vous voulez créer. D'accord? Quand vous avez la ressource, vous mettez resource. Maintenant, ici, le nom de la ressource, le type de la ressource. Et c'est ici vraiment le type qui détermine si c'est vraiment la ressource. Le nom ne veut rien dire. D'accord? Les propriétés de la ressource maintenant. Voilà. Maintenant, vous pouvez écrire soit en YAML comme ceci, soit en JSON comme cela. Voilà, c'est ça ici. Je l'ai retrouvé. Ok. Donc, créez votre première pile. Donc, c'est ça le lien. Donc, ici, en fait, vous allez voir, par exemple, on veut créer création de CloudFormation pile avec la console. Donc, on veut créer une pile. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Première des choses, regardez. Pour ce template, d'accord, pour ce template, il faut donner la version, la description, d'accord. Donc maintenant dans la description, qu'est-ce qu'on est en train de créer? Vous regardez ici, si je rentre, regardez, ils sont en train de créer quoi? CloudFormation template for web server with security group and EC2. Donc voici par exemple un template pour créer un web server avec un security group et un EC2. Regardez ce qui se passe. Il donne les paramètres premièrement. Lattice, il décrit le type et la valeur par défaut. Instance type, il dit le type c'est le string. Default, il donne le micro, allow value et les contraintes must be valid EC2. Maintenant ici my IP, il donne ses IP adresses, donc le min value, le max, le default, le pattern, tout simplement pour pouvoir créer ces EC2. Vous n'avez pas besoin de retenir ça. Ensuite, on donne les ressources. Vous allez voir ici, Web Server Security Group. D'accord, ça c'est le nom qu'il donne. Maintenant, le type, qu'est-ce qu'il est en train de créer ici là? Il est en train de créer quoi? Un EC2 Security avec son Security Group, tout simplement. Donc, c'est le Security Group qu'il est en train de faire premièrement ici. De deux, ici, il crée le Web Server. D'accord? Donc, qui est le EC2 qu'il est en train de faire. La référence de l'image, il donne tout ça, etc. Le output qu'il veut avoir, il donne son output qu'il veut avoir. Donc, en gros, maintenant, ici, là, on a expliqué chaque variable qui sont utilisées. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer. Vous devez lire ça pour mieux comprendre. D'accord? Suivez une pile, testez le serveur, nettoyer, etc. Donc, en gros, c'est ce que je voulais vous montrer. Maintenant, on va revenir à ce niveau. Maintenant, il y a la notion de stack. Donc, on va continuer ici avec cette notion de stack dans CloudFormation. Maintenant, c'est quoi la stack? Une stack est un regroupement logique de ressources AWS créées à partir d'un template CloudFormation. Qu'est-ce que je veux dire? En fait, quand tu veux utiliser CloudFormation, la première chose qu'on va te demander de créer, c'est la stack. La stack, en fait, quand tu crées un stack, ça va te demander un template. Et ton template là que tu entres,
c'est ça qui constitue ta stack. D'accord? Parce que ta stack, à ce moment-là, c'est un regroupement logique de ressources qui seront créées sur AWS. D'accord? C'est ça donc qu'on appelle une stack à partir d'un template CloudFormation. Ok. On va continuer. Exemple de stack web par exemple. Tu pourras avoir un VPC, une instance EC2, un RDS, un Elastic Load Balancer et des security groups. Voilà l'exemple d'une stack par exemple que tu peux créer à partir d'un template CloudFormation. Maintenant, chaque modification d'une template égale à une mise à jour de la stack via un update stack. Donc, quand tu modifies le template, alors tu dois mettre la stack à jour via ce qu'on va appeler update la stack. Donc, si un jour on te dit update ta stack, en fait, c'est dit de mettre la stack à jour. Ok, maintenant, on va faire quelques petits exemples. D'accord? Donc, je vais enlever ça. Ok, ici, là, dans AWS, dans le répertoire GitHub, vous allez trouver le document que j'utilise à l'intérieur. Ici, on a le template, d'accord, que vous allez voir, j'ai créé ici template.yaml. Maintenant, nous allons aller sur AWS. Étant sur AWS ici, on va chercher CloudFormation. Donc, je vais dire CloudFormation. CloudFormation. Voilà, CloudFormation, le voici. Je clique dessus. Maintenant, vous voyez, quand j'ouvre CloudFormation, la première chose qu'on me demande de faire, c'est créer la stack. Et que vous allez voir ici, créer la stack. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il faut créer une stack. Je vais cliquer sur créer la stack. Maintenant, pour créer la stack, tu as deux possibilités. Soit tu construis ta stack à partir d'un composeur, soit tu crées ta stack à partir d'un template que tu as écrit dans VS Code. On se comprend, n'est-ce pas? Donc, soit tu écris ta stack à partir d'un infrastructure composer, soit tu fais ta stack à partir d'un template que tu as écrit, par exemple, avec VS Code ou bien avec un autre éditeur. Donc, je vais dire, par exemple, si je veux construire ma stack moi-même, tu vois, quand je dis je veux construire ma stack à partir d'un composer, là, on me dit Create Infrastructure Composer, in Infrastructure Composer. Si je clique sur Create, comme ceci, alors c'est une plateforme comme Canva qui va sortir pour me permettre de dessiner moi-même mon infrastructure. Ok? Donc vous allez voir, voici l'espace pour le dessin et voici les différents éléments. Ça c'est pour les débutants. Ça vraiment quand tu débutes, quand tu ne connais pas le code. Ok? Ou bien quand tu veux aller plus vite, tu utilises ça. Donc là je vais par exemple dire S3. Je veux créer un S3 par exemple. Vous voyez, voici S3, n'est-ce pas? Alors je porte tout simplement, je dépose. Ok, donc voilà, voilà un dessin que je viens de faire. Après ça, je peux dire par exemple que j'ai besoin d'un DynamoDB. Ok, alors j'ai mis là, tout simplement. Et je peux mettre la relation entre les deux. Vous voyez, on me dit fail to connect to the table object. Not yet, bon, j'ai pas tout lu les messages, mais vous pouvez bien regarder. Donc, not yet supported. Donc, la connexion entre ça et ça n'est pas encore supportée par ce template. Voilà. Donc, en gros, je peux chercher par exemple un EC2. EC2, comme ceci. Voilà, il est où? EC2 Standard Environment. Bon, je vais dire EC2 Instance. Bon. Dans tous les cas, en gros, c'est ce que je voulais vous montrer ici. Donc, je vais enlever par exemple la table et je vais aller sur Template par exemple. Maintenant, quand je clique sur Template, vous allez voir que ça vous génère le code en fait de ce qu'on vient de mettre. D'accord? Là, je suis en YAML. On peut partir en JSON aussi, comme ceci. Ça vous donne cela en JSON et on peut revenir en YAML. Donc, en gros, c'est ça. Maintenant, si c'est bon, vous pouvez valider et vous créer. D'accord? Mais moi, je ne vais pas utiliser ça. D'accord? Donc, je vais sortir. Je vais cliquer sur Leave. Ok. Là, je vais dire ici que je vais créer plutôt à partir d'un template qui existe.
Maintenant, à ce moment, soit tu entres le URL, soit tu charges un fichier, soit tu synchronises avec Git. D'accord? Si tu veux synchroniser avec un répertoire GitHub, qui est celle qu'on utilise généralement, c'est celle qu'on utilise le plus. Mais comme je ne l'ai pas mis sur GitHub, donc je vais cliquer ici, upload des templates. Donc on va charger un template. Pour cela, on va écrire rapidement un template YAML. Donc ici, je vais dire AWS, ou bien vous pouvez utiliser l'IA comme ceci. Je vais cliquer ici, je vais dire give me, et donc là je vais utiliser l'IA pour vite écrire give me et cloud formation code for S3 bucket. Donc on va créer un S3 bucket tout simplement. Donc là il va m'écrire ce code, je vais juste le modifier. Ok, j'accepte. Donc voilà le code qu'il a écrit. Ok, AWS template format version, il a mis la version, la ressource MyS3 bucket, le type AWS 2.2.S3 2.2.bucket, property bucket name, ok, ça c'est le nom du bucket qu'on est en train de donner, et access control private. Ça c'est les property qui a été donné. Je dis et je répète, on ne retient pas ça. Mais on comprend juste comment ça fonctionne. On ne retient pas parce que si tu vas retenir, en fait, il y a énormément de ressources, tu ne peux pas tout les retenir, mais il faut comprendre juste comment ça fonctionne. Voilà. Par exemple, ici, vous allez voir, si tu veux connaître toutes les propriétés que tu veux donner, par exemple, sur un bucket que tu es en train de créer, tu passes sur la documentation, tu vas voir tout ça, d'accord? Ici, le bucket name, ok, et là, je vais par exemple donner un autre nom à ça, je vais dire YouTube bucket test, tout simplement comme ceci. Et là, je vais donner une description. Voilà, comme vous voyez, j'ai donné une description. Cloud Formation template to create an S3 bucket for YouTube video storage. D'accord? À la fin du tutoriel, vers la fin, je vais vous donner les plugins que j'utilise pour travailler. D'accord? Vous allez voir la liste des plugins que j'utilise pour travailler avec AWS. D'accord? Je vais vous montrer comment installer. Donc là, ça c'est une description. Vous pouvez donner aussi les paramètres. D'accord? Vous pouvez donner les paramètres comme ceci. Ok? Même les valeurs que vous acceptez. Donc ici, paramètres, bucket name, string, description, ok, default. Donc voilà la valeur my S3 YouTube bucket test, qui est ce que j'ai donné ici. Donc à ce moment-là, quand il vient ici, je peux seulement utiliser une référence plutôt comme ceci. D'accord? Je peux juste utiliser une référence. Donc une référence sur bucket name. C'est quoi le problème? Ok. Bon, je ne sais pas pourquoi ça souligne, mais ça va. Donc, comme ceci, je peux utiliser la référence pour récupérer donc, le bucket name ici dans paramètres. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, le type, vous voyez la description et le nom. D'accord? Maintenant, access control. Vous allez voir ici, par exemple, c'est private. On a private, on a en fait les différents types qu'on peut donner. On a le private, on a le public read, on a le public read write. D'accord? Et default, c'est private. Donc, je peux venir ici, je donne plutôt la référence. D'accord? Comme ceci. Donc, au lieu d'écrire comme j'avais écrit moi-même, je donne plutôt la différence, la référence. D'accord? Donc, ça, c'est le access control, etc. Donc, paramètres, access control et la ressource. On se comprend, n'est-ce pas? Et le type, j'ai donné le type. Propriété, le name, j'ai moi-même donné, tout simplement. Le access control, j'ai donné en utilisant la référence. Mais vous pouvez aussi donner en écrivant de façon brute, comme on a fait tout à l'heure. D'accord? Voilà. Donc, c'est très simple. Je peux ajouter quoi? Non, ça va. Donc, c'est cette valeur par défaut qui sera donnée ici. OK? Pour le nom du bucket, c'est celle-ci qui sera donnée, tout simplement. Donc, là, on resolve tag. OK, ça va.
Ok. Bon, là, ça nous dit que href, bon, ça ne comprend pas trop ça. Je ne sais pas si j'ai pas activé mon blogging là. J'aime pas ça. Ok, donc là, on n'a pas de problème. Donc, c'est juste un peu que le truc n'est pas reconnu. Donc, ce formatage n'est pas reconnu tout simplement. Voilà, donc voilà une façon d'écrire cela en faisant dans les références sur sur les définitions de paramètres et du access control que nous avons défini plus haut. Donc on a le paramètre, le bucket name par exemple, on a le access control que nous avons défini dans paramètres toujours, d'accord? Et dans paramètres, on a le type, on a la description, on a le default value, etc. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Après avoir écrit ici, je vais venir ici, je vais uploader cela. Je viens là, je clique sur Upload et je fais comme ceci. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un lien de visualisation qui sera créé. Voilà ça, je vais cliquer sur Voir l'infrastructure. Voilà ce lien. Donc là, je vais juste copier comme ceci. Ou bien, je peux cliquer, j'ouvre dans une autre étape tout simplement. Donc cela va ouvrir l'infrastructure pour qu'on puisse voir en fait une visualisation de ce que nous avons créé en fait. D'accord? Voilà, le template déjà. Et voilà ce que nous avons créé. OK, regardez, My S3 Bucket. D'accord? Si je clique sur Template, en gros, voilà ce que nous avons écrit, voilà ce que nous avons créé. OK? C'est exactement notre code ici. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Ici, on avait mis bucket name, d'accord? On a dit type string, etc. Blablabla. Maintenant, ici, voilà my bucket. OK? Et nous avons ici le code du template et on peut aussi basculer en JSON pour voir, d'accord? Et on peut revenir en YAML. Tout est bon, n'est-ce pas? On vient de voir, de visualiser sur Canvas dans le design du code que nous venons de produire. Maintenant, si on vient ici, on va donc continuer. Je vais dire Next. Maintenant, il faut donner le nom de la stack. Je vais dire par exemple stack S3. OK, j'appelle ma stack S3. Voilà. Paramètres. Regardez ici maintenant sur paramètres. Vous allez voir que c'est exactement ce que nous avons entré. Il y avait le access control que nous avons entré comme paramètre, le bucket name que nous avons entré comme paramètre. Si vous vous rappelez, regardez ici. Nous sommes où? Regardez, si je viens sur template, regardez comme paramètre, on avait le bucket name, on avait le access control. Ce sont les deux paramètres que nous avons créés. D'accord? Et là, je viens ici, vous allez voir exactement les deux paramètres que nous avons créés. Maintenant, dans ces paramètres-là, quand je fais comme ça, vous voyez qu'on peut choisir. Ça, c'était la valeur par défaut. Mais on peut choisir. Pourquoi on peut choisir? C'est parce que dans les paramètres que nous avons créés tout à l'heure, par exemple le access control, on a mis un allow value. Dans le allow value, j'ai dit que ça peut être un private, un public ou un public read write. Pourquoi ça a choisi le private? Parce qu'on a mis le private comme valeur par défaut. Maintenant, ici, le bucket name avait sa valeur par défaut, mais on peut changer. Donc, si je viens ici, regardez, je peux modifier. Ça, c'était juste une valeur par défaut. On se comprend, n'est-ce pas? Voilà, je vais donc continuer. Je vais laisser ces valeurs comme ça et je vais continuer. Dans Next. Maintenant, configuration. Est-ce que tu as un IAM role que tu veux donner à ça? Non. Maintenant, voici une partie très importante. Ce stack failure option. Maintenant, au cas où tu es en train de déployer la stack, tu es en train de créer, d'approvisionner, ok, avec ta stack. S'il y a échec, comment tu gères cet échec? Il y a deux possibilités. Behavior on, s'il y a échec lors de l'approvisionnement, comment tu gères? La première chose que tu peux faire, c'est le rollback all the stack resources. Rollback des stacks
to the last stable state. Donc, tu rentres, tu fais un rollback de la stack jusqu'à la version stable que tu avais. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est Preserve Successfully Provision Resources. Ici, là, Preserve the state of successful resources while rolling back. Ça veut dire que quand tu es en train de faire un rollback, tous ceux qui ont été créés avec succès, tu gardes leur état. D'accord? Jusqu'à ce que tu atteins la version stable. Maintenant, resource without a last non-stable state will be deleted. Ça veut dire si une ressource dans ta stack qui est en train d'être créée n'a pas une version stable, ça veut dire c'est une ressource que tu viens d'ajouter, même si elle a été créée avec succès et qu'elle n'a pas de version stable, alors cela sera supprimé. Donc pour cela, je vais juste garder la première option pour dire que si lors de l'approvisionnement de la stack, ok, on a échec, alors fais juste un rollback à la version précédente qui était stable, tout simplement. Maintenant, il y a une autre option. Bon, ça c'était les deux options pour le behavior on provisioning failure. Donc, au cas où il y a échec lors de l'approvisionnement, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, on est allé avec la première option. Maintenant, delete newly created resources during the rollback. Ok, maintenant, quand on fait le rollback, il peut y avoir suppression des ressources qui viennent d'être créées. Maintenant, est-ce que tu acceptes cela ou bien comment tu gères cela? Il y a toujours deux options. Tu peux dire que non. Pour la suppression des ressources, utilise les policies qui ont été créées. D'accord? Remain or delete created resources according to their attached deletion policy. Donc, pour pouvoir supprimer une ressource lors du rolling back, ok, du rollback, alors il va falloir regarder la police de suppression. Ça, c'est un. Ça, c'est la première option. Deuxième option, c'est delete all newly created resources. Donc, ceci veut dire quoi? Tu ne veux pas vraiment regarder si une police de suppression a été attachée ou pas. Tu supprimes tout simplement toutes les ressources nouvellement créées. Mais nous, on va caler avec la première option. Donc, on va regarder la police qui a été attachée pour ce qui concerne la suppression. D'accord? On va continuer. Tout ceci, c'est optionnel, donc on va quitter. Je vais faire Next. Maintenant, voilà un récapitulatif de tout ce qu'on a. Donc, vous allez voir ici les prérequis. Il faut une stack. On a le template qui est là, parce que la stack a besoin du template. On a la description de la stack, comme vous pouvez voir ici. On a le nom de la stack. On a les paramètres de la stack. D'accord? Maintenant, on a les tags, on n'a aucun tag. On a les permissions, on n'a aucune permission. On a on failure. On va voir que l'option a été activée. Rollback on failure activated. Delete newly created resources during the rollback. On a désactivé. Voilà. Maintenant, stack policy. On n'a aucune stack policy. Monitoring. On n'a pas de monitoring. Notification. Pas de notification. Voilà. On peut faire une notification avec le SNS. On a déjà parlé de ça. Maintenant, termination protection. Timeout désactivé. Tout simplement. Maintenant, Quick Create Link. Donc ça, c'est un lien de création, mais on n'a pas besoin de ça. On va cliquer juste sur Submit. Maintenant, quand on crée sur Submit, vous allez voir ici Create in Progress. Donc, pour nous dire que la création ou l'approvisionnement de l'infrastructure, parce que ça pouvait être une autre infrastructure. Maintenant, est-ce qu'on peut faire une stack, on peut faire un template pour juste créer le S3 bucket? Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Parce qu'on pouvait faire ça avec un command line interface. Donc ici, c'est juste pour exemple, pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc n'écrivez jamais une stack, il ne faut pas faire une stack juste pour créer un bucket. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Voilà. Donc là, on va attendre la création. Pendant que ça crée, on va revenir ici. Donc vous allez comprendre que ici, ça c'est un simple exemple, rien de compliqué et c'est vraiment simple. D'accord? On a déjà pour appeler la version, la description. On peut aussi donner les métadata. Hein? Ok? On peut donner les métadata. Voilà. On peut donner les métadata ici. Par exemple, métadata que tu peux donner. Tu peux dire Advanced CloudFormation Interface. Parameter Group Label.
ok, default, S3 bucket, paramètres, ok, que tu définis. Donc ça, c'est les métadonnées, paramètres level, ok, etc. Donc tu définis, mais c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, donc j'enlève. C'était juste pour vous dire que c'est possible que vous utilisiez cela dans certains cas si vous voulez donner plus de métadonnées sur l'infrastructure que vous êtes en train de vouloir mettre sur pied. Maintenant, vous allez voir ici que notre stack a été créé avec succès et approvisionné avec succès. Donc, on va aller dans le S3. Donc, je vais venir ici. Dans le S3, oui, ici, je vais chercher S3. J'ouvre dans un autre. Donc, je vais aller dans ce service pour voir si notre S3 a été créé. OK. On est dans le S3 et on va regarder. Le nom s'appelait quoi? Et nous sommes le 3 avril. Donc, on va regarder. 3 avril, 3 avril. OK. Voilà ça. Donc, exactement à 14h47. La stack a été créée. Donc, on peut bien voir la stack ici, là. My S3 YouTube Bucket Test. On voit bien que la stack a été créée. D'accord? On voit bien que le service a été créé. Donc, je peux entrer dedans et je mets des outils à l'intérieur. Vous savez déjà ça. Mais juste à côté, il y a un autre service S3. En fait, il y a une autre ressource S3 qui a été créée qui s'appelle CF. Que vous allez voir, c'est CF Template. Donc, CF pour CloudFormation. Maintenant, si j'entre à l'intérieur, vous allez voir qu'en fait, c'est un backup de mon template. OK? Si je clique dessus, voilà, le voici. Si je clique comme ceci, bon, je ne peux pas avoir accès parce que Access Denied, mais je peux le télécharger. D'accord? Je peux le télécharger. J'attends que ça s'ouvre. Donc, c'est un backup. Vous voyez ici, voilà, dans l'autre. OK? Et j'ouvre comme ceci. Vous voyez, c'est exactement, voilà c'est exactement mon template, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Voilà le nom du fichier 2025-04-03 template. Donc, c'est un backup de ça pour pouvoir donc gérer. Si au cas où je perds mon fichier, je peux le retrouver et c'est ça aussi qui va me permettre de gérer le versioning de ce fichier. Voilà. Maintenant, version. Quand je clique, voilà, bucket, il n'y a pas de versioning. Permission, pas de permission. Bon, on a un public quand même. On a everyone can access it, tout simplement. Tant que tu es authentifié. OK. Maintenant, on va revenir ici sur CloudFormation. Je vais fermer ici. On peut voir que la stack a été très bien créée. Maintenant, si je viens sur Output, est-ce qu'on a un Output? On n'a pas de Output. Oh, je pouvais donc ajouter un Output ici, sur la stack, pardon. Je pouvais venir ajouter un output. Donc, je pouvais ajouter un output quelque part là. C'est quoi ça? Donc, un output. Je peux ajouter un output aussi ici. Donc, en fait, c'est pour les informations que tu veux afficher. D'accord? Que tu veux exposer à la sortie. Tout simplement. C'est les informations que tu veux exposer. Donc, c'est ça qu'on appelle le output. Donc, juste pour information. Donc, c'était juste pour vous montrer. Voilà, on va revenir ici. Maintenant, il y a un concept que je veux vous montrer. On était où? Sur les blogging. Je vais vous montrer les blogging plus tard. Maintenant, la dérivée. D'accord? On va revenir sur la comparaison. Je vais descendre. Maintenant, qu'est-ce qu'un grift dans CloudFormation? D'accord? C'est une question qu'on peut vous poser. C'est quoi le grift dans CloudFormation? Ça désigne la différence entre l'état réel d'une ressource dans AWS et l'état attendu décrit dans le template CloudFormation. Autrement dit, quand quelqu'un modifie manuellement la ressource, ok, sans passer par le template de CloudFormation, il y a ce qu'on appelle un grift. D'accord? Donc, grift detection, la détection de dérive. Pourquoi c'est important? Pour garantir que l'infrastructure reste sous contrôle et est en conformité
avec ce qui est défini dans le code pour auditer les changements manuels ou imprévus et pour faciliter le debugging. D'accord? On va voir un exemple. Je vais venir ici. Je suis dans la stack, n'est-ce pas? Je vais venir dans stack ici. Ici, je vais faire action. Vous allez voir ici qu'il y a detect drift, détecter les dérives. Je vais cliquer dessus. J'ai cliqué et vous allez voir drift detection initialize. OK? Initiated. Donc, cela a été lancé. Maintenant, je vais cliquer ici pour voir le résultat. View drift result. Maintenant, quand vous regardez là, c'est le résultat. Il y a un not check. Bon, je vais encore cliquer. Detect, voilà, vous voyez que c'est in sync. In sync veut dire quoi? Que c'est en synchrone avec ce qui est défini. Donc, il n'y a aucune modification. Ton template que tu as créé et la ressource ou bien les ressources qui ont été créées sont en harmonie. Il n'y a pas une différence. D'accord? C'est pour ça que vous allez voir dans le document ici, j'ai mis les différents statuts que vous pourriez avoir. Donc, il y a in sync pour dire pas de dérive. Il y a grifted pour dire au moins une ressource est modifiée. Maintenant, regardez, je vais venir ici. Je vais aller sur AWS S3 Bucket qu'on a créé tout à l'heure. Je vais aller dans le bucket. Maintenant, je vais chercher mon bucket. Comment il s'appelait? My S3 YouTube Bucket. Je vais entrer à l'intérieur. D'accord? Je vais aller dans les properties de mon bucket. Vous vous rappelez que le versioning n'a pas été enable. Si je veux enable le versioning sur le bucket, ça veut dire on peut contrôler la version du bucket. Si je veux enable ça dans mon code, je suis obligé de venir ici. D'accord? Je vais dire versioning comme ça. Versioning configuration statue enable. À ce moment-ci là, j'ai enable le versioning. Mais je n'avais pas fait ça, n'est-ce pas? Maintenant, je vais venir sur ma ressource et je vais enable ça. Parce que quand vous regardez ici là, bucket versioning disable. Ça veut dire que je n'avais pas enable. Donc présentement, je vais enable maintenant, mais manuellement cette fois-ci. Manuellement, sans passer par la stack. Sans passer par le template de la stack. D'accord? Donc je vais cliquer sur Edit. Comme ceci. Et je vais enable. Voilà. Et je vais save. Vous allez voir maintenant que ça a été enable. Maintenant, je vais aller dans la stack. Et je vais dire, détecte-moi le drift, la dérive. Là, ça n'a pas toujours détecté. Je vais encore lancer. Pas du tout jusque-là. Je vais lancer plusieurs fois. Detect. OK. Je vais dire View Results. Jusque-là, ça n'a pas encore détecté, mais ça va détecter, d'accord? On va continuer à charger. Ça va nous montrer qu'il y a un changement en fait. Pourquoi ça prend aussi le temps? Donc, c'est parce que ce que nous avons, only resource within, blablabla, ce que nous avons lancé là n'a pas encore fini de tourner en arrière-plan. Mais quand ça va détecter, ça va nous dire ici, grifted au lieu de insane. Pour l'instant, c'est insane pour dire que tout va bien. Mais nous savons que nous venons de faire une modification sur la ressource en question. D'accord? My S3, j'espère que c'est bien celui-là. Attends, je regarde. Oui, my S3 bucket. Là, je vais revenir ici, ici. Ok, donc on va, je vais view drift result, d'accord, ou bien detect drift. Ça met toujours que c'est insane, qu'il n'y a pas de changement. Pourtant, nous savons qu'il y a eu. Je vais supprimer ma stack, donc je vais cliquer ici. Attends, detect encore. Ok, ça dit toujours que c'est en synchronisation, n'est-ce pas? On va supprimer la stack. Je vais supprimer. D'accord, je vais supprimer la stack. Et là, je recharge. Voilà, on n'a plus de stack, n'est-ce pas? Je vais aller dans le S3, ici.
Je vais charger. Ok, normalement, si on regarde, on n'aura plus la stack en question. On n'aura plus les ressources qui ont été créées. D'accord, vous allez pu voir cela dans la stack supprime ses ressources. Mais il y a encore le backup de la stack ici. D'accord, comme je vous disais, mais je vais supprimer son backup. Voilà le backup de la stack que nous venons de supprimer. Donc là, je vais supprimer aussi son backup. Voilà, il faut taper ça pour supprimer. Je copie et je mets ici. Ok, je vais rentrer à ce niveau. Ok, c'est super. Action, ok, ça va. Je vais lui supprimer étant ici. Ok, je vais mettre là et supprimer. Ok, je vais revenir dans CloudFormation. Je vais créer une stack rapidement. Je vais charger le fichier qui est notre fichier de tout à l'heure, d'accord? Mais cette fois-ci, on a enable le versioning. Je vais dire next. Bon, ça charge encore le fichier. Je vais dire next. C'est bon. Ma stack, je vais appeler ça stack S3. Je vais dire next. Next. Tout est bon. Je vais dire submit. Voilà. Donc là, la stack est en cours de création. Donc ça, c'est stack info. On peut avoir les infos sur la stack, les événements qui sont en train d'avoir lieu. Donc on voit déjà que la stack elle-même est en train d'initialiser dans ces ressources-là. La stack est en train d'être créée. Create in process. La ressource. Voilà, la ressource a été créée. D'accord? Voilà la ressource qui a été déjà créée. Est-ce qu'on a un output? Non, il n'y a pas de output. Paramètres, oui, voilà les deux paramètres. Change, on n'a pas de changement, n'est-ce pas? Je vais rentrer ici sur les infos. La stack a été créée. Maintenant, je vais venir au niveau du bucket. J'actualise. J'actualise. Déjà ici, je vais aller sur Grift. Maintenant, je vais dire View Result. Donc, on dit que Not Check, ça veut dire que le detect n'a pas encore été lancé. Je vais lancer le detect. Voilà, c'est en synchrone, n'est-ce pas? C'est en synchrone et rien n'a été modifié. Donc là, je vais encore relancer. Parce que ça va afficher la ressource ici en bas. Voilà, on voit que c'est en synchrone et rien n'a été modifié. Maintenant, je vais aller dans le S3 Bucket. Je vais chercher la ressource que nous avons créée. C'est celle-ci. My S3, voilà. Je vais aller dans Property de la ressource. Vous allez voir que le versioning est enable. C'est ce que nous avons fait, n'est-ce pas? Le versioning, dans notre code, nous avons activé le versioning. C'est ça ici. Versioning configuration enable. C'est ce que nous avons fait. Maintenant, ce que je vais venir ici, je vais éditer. Je vais suspendre le versioning. Je vais dire oui, je comprends. Et save. Voilà, j'ai sauvegardé. Voilà, suspended. Donc, c'est suspendu. Je vais revenir ici, je vais dire detect grift. Voilà, regardez ici, qu'est-ce que vous voyez? Grifted. Grifted pour dire que ça a détecté un changement. Ok, ça a détecté un changement. Maintenant, ici, ça met toujours 5, mais je vais actualiser et vous allez voir. Voilà, regardez ici, qu'est-ce que ça a mis maintenant? Modify. Modify. Maintenant, je peux entrer à l'intérieur pour voir exactement ce qui a été modifié. Donc, je vais dire View Grift Detail. Donc, pour voir les détails. Et là, regardez, qu'est-ce que ça me dit? Ça dit Expected. Expected, c'est ça. Mais actual, c'est plutôt ceci. Dans Expected, qu'est-ce qu'on voit? On voit Versioning Configuration, c'est Enable. Mais dans Actual, on voit Versioning Configuration Status Suspended. Parce que ce changement a été fait manuellement.
Donc, ça permet de mieux comprendre ce qui a été fait, etc. et de pouvoir mettre à jour. Vous voyez, detect grift for resources modify. D'accord? En gros, c'est ça le grift. Maintenant, ici, ça c'est la stack. Vous pouvez update la stack. OK? Comment update la stack? Comme vous voyez, j'ai cliqué sur update stack. Et là, use existing template. Replace existing template. Donc, je peux remplacer. Je vais donc dire replace. Et je vais charger, je vais dire upload plutôt. Je choisis le fichier. D'accord? Sur mon fichier, je vais enlever le versioning. D'accord? Je vais enlever le versioning comme ceci. Et là, je vais choisir le même fichier. Mais cette fois-ci, sans versioning. Comme ceci. Voilà. Et je vais dire next. Voilà, next, c'est bon. Je vais dire next, c'est bon. Et je vais submit. Voilà, vous allez voir cette fois-ci, c'est update in process et non created. Donc, c'est comme ça qu'on met à jour sa stack en fait. D'accord? Donc, je peux ajouter des ressources et je mets à jour. Comme exercice que je vais vous donner, vous allez écrire le template pour le EC2, pour pouvoir créer un EC2. D'accord? Vous allez créer donc un template pour pouvoir donc mettre sur pied un EC2 avec un S3 bucket. Voilà, donc voilà, je vous donne ça comme exercice. Pour ceux qui vont rencontrer des problèmes, vous écrivez directement dans les commentaires vos problèmes et là, on va vous aider. D'accord? Ou bien dans le Discord, tout simplement. Donc, in progress toujours, on va regarder. Voilà, update completed. Maintenant, on va aller regarder au niveau du S3. Vous voyez, vu, ici, on avait mis quoi? Suspended. D'accord? Et là, quand j'actualise, maintenant, c'est calé à suspended. Parce que cette fois-ci, maintenant, notre stack, le enable a été retiré. D'accord? Dans la stack, tout simplement. Et si on vient à ce niveau, on va aller sur Grift maintenant. On va dire detect Grift. Donc ça a lancé. On va aller sur voir result. Not check. Voilà, on voit que c'est en 5 maintenant. D'accord? Pourtant tout à l'heure, ça nous a dit que c'était modifié. Et comme on a vu qu'un utilisateur a fait cela manuellement, on ne voulait pas qu'on ait du grifted dans l'infrastructure. Pour cela, on a mis à jour le template, on a uploadé le template. Maintenant, on a checké le grift et ça nous a dit c'est en synchrone maintenant. Et là, on peut partir maintenant. D'accord? Pour cela, je vais supprimer ma stack, tout simplement. Et on va arrêter le tutoriel. Mais avant d'arrêter, je vous montre les bloggings que vous deviez utiliser. D'accord? Je les ai listés ici. Je les ai listés. Maintenant, la différence entre ça et Terraform aussi. Oui, avant de vous montrer les bloggings, la différence entre CloudFormation et Terraform. CloudFormation, c'est uniquement pour AWS. Terraform, c'est pour tous les providers. Le langage utilisé, CloudFormation, c'est YAML ou le JSON. Par contre, c'est le HashiCorp Language avec Terraform. On utilise le HashiCorp Language. La modularité avancée, moins intuitive avec CloudFormation, mais elle est intuitive avec Terraform via les modules. D'accord? Maintenant, communauté est utile, moins riche. CloudFormation est moins riche. Par contre, Terraform est très riche. D'accord? Gestion d'état. La gestion d'état est gérée par AWS. D'accord? La gestion d'état est gérée par le fichier Terraform TF-State avec le backend. Quand je parle du backend, vous comprenez, vous pouvez faire un backend sur le S3 Bucket et le Dynamo Database. Pour ceux qui ont suivi la formation sur CloudFormation, ils vont comprendre, sur Terraform, ils vont comprendre ce que je suis en train de dire. Si toi, tu n'as pas suivi, alors il faut regarder cette partie-là. Maintenant, est-ce que ça requiert un command line interface? Avec CloudFormation, non. Intègre directement à AWS. Par contre, oui, tu dois installer Terraform dans ta machine. Maintenant, lequel je conseille d'apprendre entre les deux?
je conseille premièrement d'apprendre Terraform. Maintenant, je te conseille aussi d'apprendre CloudFormation pour avoir de l'avantage, ok, lors de l'entretien. Du genre, si à l'entretien on te demande est-ce que tu connais CloudFormation, si tu dis oui et tu connais aussi Terraform, ça te fait un plus, n'est-ce pas? Mais si tu dis que tu connais seulement Terraform et tu dis pourquoi, parce qu'on sait pourquoi, et que tu ne connais pas CloudFormation et qu'un autre candidat connaît CloudFormation et que dans cette entreprise, il y a des stacks qui ont été créés avec CloudFormation, on sous-entend que l'autre candidat sera capable de maintenir cette infrastructure parce qu'il connaît déjà CloudFormation. Voilà. Maintenant, quels sont les plugins que vous deviez utiliser? Moi, par exemple, j'utilise AWS Toolkit. Ok, comment on installe? Pour ceux qui sont sur VS Code, je vous montre rapidement. Donc, je vais dézoomer un peu. Vous allez voir ici, c'est son index, c'est son icône ici là, AWS. Donc, quand je clique comme ceci, vous allez voir, ça me cite même mes services que j'ai. Si je passe sur EC2, d'accord, vous allez voir mes services EC2, même celles que nous avons créées. Voilà le service du template. D'accord, voilà ces services. Vous allez voir qu'il y a du versioning dedans parce que on a eu à update notre template. Si je clique là, ok, voilà le code. Ok, si je clique là aussi, voilà l'autre code sans enable. Donc ça c'est le S3 qui gère ça pour la stack, d'accord, qui a été créé. Donc en fait, pourquoi vous allez vous poser que maintenant comment tu as accès à ton compte AWS à partir de VS Code? C'est parce que j'ai configuré AWS config sur ma machine et quand j'ai installé AWS Toolkit, ça a détecté directement cela et ça me montre mes ressources. Comment on configure AWS sur sa machine? Déjà, la configuration du compte sur sa machine, je vous ai montré. Maintenant, comment on installe AWS Toolkit? C'est ça que je vous montre. Vous cliquez sur Extension ici et vous tapez là AWS Toolkit comme ceci. D'accord? Vous allez voir ça, plus de 2 millions d'installations. Donc, plus de 2 millions d'installations. Alors, si c'est le cas, vous cliquez pour installer parce qu'il y a plusieurs personnes qui essayent d'utiliser la même chose là. Par exemple, vous allez voir Toolkit là qui a 5000 installations juste. C'est pas ça. D'accord? C'est pas ce que je dis ici. Bon, celui-ci c'est pour visualiser, mais c'est pas ce que je vous demande d'utiliser. Voici celui que je vous demande d'utiliser. Vous allez voir la certification l'étoile là, l'icône qui certifie que ça vient de AWS. Voilà ça, Amazon Web Service. Ok, la deuxième extension, c'est YAML. D'accord? YAML. Mais YAML de Red Hat. Red Hat. YAML, c'est comme si je n'ai pas bien écrit. YAML. Voilà, c'est celui-ci. YAML, comme vous voyez ici, le voici, il a 21 millions d'installations. D'accord? RedHat.com. Donc, quand vous voyez la certification Red Hat, c'est ce que vous deviez installer. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette formation, d'accord, vous nous laissez un pouce. Et aussi, ça fait plaisir de voir vos commentaires comme d'habitude. C'est pas facile de préparer de tels tutoriels et de donner gratuitement sur YouTube. Donc, pour encourager, vous devez partager déjà. Vous devez partager dans les différents groupes d'IT où vous vous trouvez pour que la majorité des personnes qui n'ont pas accès aux formations payantes puissent suivre cette formation qui est même plus que des formations payantes. D'accord? Voilà, donc à nous revoir dans le prochain tutoriel.